Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Vous êtes dans le Late Show de l'après-midi, c'est Annabelle Show. Et vous allez découvrir dans quelques instants mes invités exceptionnels. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes le mardi 10 décembre. Aujourd'hui, l'Euro-Million vous propose de gagner un jackpot de 50 millions d'euros. L'État est tellement en galère au niveau du budget qu'on se demande peut-être s'ils vont pas y jouer d'ailleurs. En attendant, une loi spéciale sur le budget sera proposée mercredi pour éviter un shutdown. Après la chute du gouvernement, on espère qu'elle va passer pour éviter que l'économie ne parte totalement en vrille. Et à propos de partir en vrille, aujourd'hui on va accueillir des experts en la matière. Avec eux, on va parler de dérision, d'amitié, de folie, rock'n'roll, déjanté, allumé, drôle, tendre. Ils ont décidé de se réunir pour partager à la scène le même plaisir qu'ils ont que celui de se retrouver dans la vie. Et nous, on adore partager leur folie. Prenez en chacun d'eux un sens comique inné, le détail de l'écriture soignée, des chansons qui restent en tête à tout jamais, un côté complètement barré, mélangé avec 5 bonhommes au CV bien chargé et à l'humour dévastateur et contagieux. Vous obtenez un show bien frappé à déguster sans modération. Ils osent tout et en imposent surtout. Si les Rolling Stones avaient fait une soirée chelou avec les Monty Python et les Rat Pack, voici les filles spirituelles qu'ils auraient eu. C'est les Spice Boys à la française, les darons. Et comme aujourd'hui dans ce studio on n'avait pas assez de chaises pour les accueillir les 5, eh bien j'en reçois au moins 2, c'est-à-dire Luc Sanzoni et Olivier Mag. Bienvenue les garçons. Bonjour Annabelle. J'ai l'impression d'être dans un comment on dit là, une sitcom. Ouais. Bienvenue les garçons. Mais oui, bien sûr, on en parlera à la cafette. Voilà, exactement. D'ailleurs il y a Luc qui s'est mis bien là pour avec sa petite boisson chaude, on entend le schling-ling-ling. On se croirait dans un chalet de Noël du Père Noël. Comment ça va à l'approche d'une date très importante, le 17 décembre, donc dans une semaine très exactement, vous serez aux Folies Bergères. Nom qui va bien pour vous, comme une salle. C'est vrai. Comment ça se passe du coup ? Écoute, ça se passe super bien. On est en tournée là en ce moment dans toute la France et puis on enchaîne des salles magnifiques avec des ambiances de dingue. Et puis c'est le vrai plaisir qu'on partage ensemble parce qu'en fait c'est, comme tu le disais, une histoire d'amitié. Et donc ça fait depuis 30 ans qu'on se connaît et aujourd'hui on a la chance de partager des moments sur scène et aussi dans la vie. Et c'est formidable. Justement, on va revenir sur cette rencontre entre vous et vos copains qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc on va les citer. On a Fred Bianconi, Frédéric Bourali et Emmanuel Donzella. Absolument. Donc avec qui vous formez ce fameux groupe des Darons. Alors donc vous êtes aux Folies Bergères le 17 décembre, sans oublier aussi des dates de tournée encore, le 13 à Angers, le 15 à Strasbourg, le 19 à Lille et le 22 à Lyon pour finir donc une tournée incroyable. Ça fait quelques années que ça dure. À la Bourse de Lyon, exactement, à la Bourse du Travail. Alors attends, juste une petite rectification. Strasbourg est annulé. Ah, Strasbourg est annulé. Voilà. Donc Strasbourg, rentrez chez vous, allez au marché de Noël plutôt, ou alors allez les voir ailleurs. Bon, peut-être qu'ils reviendront, n'hésitez pas à regarder en tout cas. Mais en attendant, évidemment, on peut aussi regarder vos dates sur votre page. Vous avez une page. Absolument. Lesdarons.officiel, je crois. Je crois, peut-être. Ouais. Exactement, voilà. Sur Instagram. Sur Instagram, allez voir ça. Donc, les darons, c'est une histoire d'amour, d'amitié qui dure depuis des années. Pourquoi les darons ? C'est quoi un daron ? Ah, mais ça, c'est au daron de répondre. Hein. Au daron chef. En fait, ça fait un peu penser au Schtroumpf, quoi. Oui, c'est parce qu'en fait. Il y a le grand daron, il y a le daron farceur, il y a c'est surtout que moi, je suis l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire sur les 5. Je suis le seul à pas être daron. Ah. Moi, je suis un fils. Dans le sens littéral du terme. Littéral, c'est-à-dire je ne suis pas un père. Mais en fait, daron, c'est surtout un état d'esprit, je pense. C'est une philosophie de vie, non ? Au départ, un daron, c'est un père, et puis après, c'est devenu les parents, et puis maintenant, c'est devenu un vieux, quoi, en fait. Hein. C'est les vieux. Mais il y a un côté un peu chef. Le daron, c'est un peu le gars du coin. Voilà le parrain. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, c'est comme le père. On respecte. Il y a une notion de respect. Voilà, c'est ça. Le daron. Il y a une notion de quelqu'un qui a de la bouteille, je dirais. Ouais. Donc qui en boit aussi. Bah oui, évidemment. Et aussi, on peut se dire, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ouais. Donc on peut se lâcher. Je pense à nous sur scène. C'est sûr. Le lâcher prise. Nos carrières sont un peu derrière nous. Donc qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui ? Donc en fait, on se lâche sur scène tous les 5. Et c'est ce que le public nous renvoie à la fin. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on aille aussi loin dans le délire. Et nous, d'ailleurs, à l'écriture, on s'est dit à un moment donné, écoute, qu'est-ce qu'on risque ? Allons-y. Allons au fond de l'écriture. Donc, en fait, on a des sketchs où on va assez loin.
Justement, je crois que c'est vraiment ce qui fait la force de ces darons. C'est à la fois votre complicité et le fait que vous connaissiez par cœur chacun d'entre vous, je pense. Et cette complicité donc qui est contagieuse parce que du coup vous nous donnez envie d'être potes avec vous et d'aller dans votre folie. Il y en a beaucoup qui veulent faire partie de la bande, Ouais, mais là. mais c'est fermé, c'est pas si facile de devenir un daron. Il y a un examen d'entrée, j'imagine. Non. Mais peut-être qu'un jour, moi j'espère que quand les darons, le nom sera aussi connu que nos visages, parce qu'on est quand même pas mal connus avec la télé et tout ça, il y aura un groupe de femmes qui vont s'appeler les daronnes. Ouais. Et moi j'aimerais beaucoup que les daronnes même, enfin ce groupe de femmes hypothétiques, refasse exactement notre spectacle, mais d'une façon évidemment avec le regard féminin, mais dans les mêmes, C'est dans vrai la que ça- même trame. Et puis les mêmes trucs, ça me ferait énormément rire d'avoir le pendant féminin des darons comme les daronnes, quoi. Alors c'est marrant que vous parliez de ça parce qu'il y a quelques années, moi-même, j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Copines d'avant. Et en fait, l'auteur avait eu l'idée de faire exactement la même chose avec des garçons. À l'inverse, Ouais. ouais. Et effectivement, ça amène des dynamiques Oui, c'est particulières. marrant. Les gens, ils allaient voir l'un, ils allaient voir l'autre. Ça Absolument. racontait complètement autre chose. Et c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Vous Ouais. allez choisir chacun qui pour remplacer. Bah, on en a déjà une qui travaille avec nous, qui est une collaboratrice absolument exceptionnelle, qui est Michel Bernier. Effectivement, Et donc qui qui est- vous met en scène. Voilà, enfin, qui nous met en scène. Disons qu'elle fait une collaboration artistique parce que mettre en scène, ça voudrait dire qu'elle nous suivrait vraiment Mhm. tout le temps, etc. En fait, on a des rendez-vous d'amitié avec elle aussi. Et on se connaît depuis 30 ans aussi avec elle. Et puis, ce qu'elle est génial avec elle, c'est qu'elle est vraiment à cheval entre les deux cultures qu'on a. C'est-à-dire une culture très populaire, de stars, entre guillemets, de télé et de personnages très populaires comme ça. Et en même temps, un peu trash et un peu osé. C'est quand même la fille du professeur Choron. C'est Harakiri. C'est... Donc le lâcher prise, elle connaît un petit peu. Donc elle connaît, donc quand on décide d'y aller franchement... alors le seul truc quand on dit qu'on y va dans les sentiments et dans les rapports aux autres et tout ça. Nous, on n'est pas du tout dans la politique. Hein. Ouais. En fait, on n'est pas du tout, parce que je trouve que déjà, ça n'a jamais été notre truc, mais qu'en plus, la politique, l'actualité, ça vieillit un spectacle. C'est-à-dire que nous, ça fait quand même... Oui, il y a un côté on l'a- très éphémère. Nous, on l'a écrit il y a presque 10 ans par petits bouts, puis après, on le remanie au fur et à mesure de nos rencontres. Et c'est vrai que si on était attaché à l'actualité et qu'il y avait des vannes sur Macron de 2017, bon, on sera obligé de les changer aujourd'hui pour d'autres raisons. C'est pas trop notre truc. Donc ça peut être vraiment... Il y a un côté humour universel dans ce que vous faites. Justement, un côté intemporel. Vous abordez des thèmes, je pense notamment, vous avez un sketch absolument formidable. Alors, évidemment, moi, j'ai eu le plaisir de venir vous voir il y a quelques temps déjà. Où ça? C'était où? C'était alors au Splendide. Ah, Oula, ça a bien C'était- évolué. Ouais, hein. ouais, voilà. Mais en tout Oula. cas, déjà à l'époque, oui, c'était il y a quelques années, je dirais. 2016. Ouais. 2000, ouais, exact. Ouais, absolument. On a fait le Café de la Gare après 2017, et puis après, on s'est interrompu après, et puis il y a eu le Covid, et puis après, voilà, puis le temps de remettre tout ça en route, on a redémarré en 2023. Ouais, En tout cas, je me souviens de quelques passages emblématiques. Effectivement, le lâcher prise est de mise. Ouais, absolument. Et un sketch notamment sur des funérailles. Voilà, et on y retrouve cette bande de potes qui vit chacun à sa manière les funérailles d'une énième personne. Ouais, du Et- sixième daron du qu'on ne sixième connaîtra daron, jamais, voilà, d'ailleurs. exactement, du daron inconnu, je dirais. Absolument. Le soldat inconnu. Et c'est vrai que quand vous parlez de lâcher prise, bah, c'est dans le jeu, c'est dans la folie, c'est jusqu'où ça va dans l'émotion aussi. Bien sûr. Et c'est absolument jouissif à regarder parce que effectivement, des fois, avec même les générations qui arrivent, peut-être la peur du ridicule de certains comédiens ou de certains humoristes, je trouve que cette folie des fois peut se perdre un peu. Et vous l'amenez à la manière des Monty Python. Voilà, quand j'ai parlé des Monty Python, c'est pas anodin, c'est parce que justement il y a ce truc à la fois intemporel et à la fois dans la folie, quoi. On vous a fait cette remarque-là? C'est un peu notre ADN, en fait. Ouais. Tu sais, on s'est tous rencontrés dans une scène ouverte qui s'appelle le Field. Bien Voilà. sûr. Et donc le Field, pour ceux qui connaissent pas, c'est une scène ouverte où les artistes arrivent le soir même pour passer 5 minutes sur scène, et qui existe encore d'ailleurs à la scène parisienne tous les dimanches. J'en profite pour faire une promo à 20h30. Si vous avez envie de passer sur scène, Et allez-y. justement, on va revenir aux fondamentaux et à la naissance du film. Mais allez-y, je vous en prie. Mais en fait, on s'est rencontrés, nous, en tant qu'équipe d'animation qui présentait la soirée. Et le principe, c'est simple, c'est que tous les dimanches, on se voyait, on devait faire des sketchs qu'on passait le soir même, et donc on était constamment en danger, parce qu'en fait, les textes n'étaient pas tout à fait aboutis, des fois on y allait en impro, et à force de faire ça toutes les semaines, finalement, l'action remplace la réflexion, et on trouve notre identité,
en travaillant, en le faisant. Et tout ce que tu dis là sur le côté un peu absurde, sur le côté un peu iconoclaste, parce qu'en fait, on fait quoi ? On fait des sketchs et des chansons. Quand on le dit comme ça, c'est un petit peu ringard. C'est tout ce qui est musical, mais musical, c'est plus d'actualité. Mais en revanche, quand on le voit, le rythme qu'on donne au spectacle, et puis le changement de ton d'un sketch à l'autre, en fait, on est une bande de savonnettes, quoi. Le public n'arrive pas à nous saisir. Mais c'est ça la force, c'est que c'est surprenant, voilà, c'est la surprise et ça va dans tous les sens. Et en fait, justement, c'est ça que le public aime. C'est marrant cette image, du coup, que ce soit devenu ringard parce qu'on dit que c'est du musical, mais c'est vrai que c'est la forme et c'est ce qu'on en fait qui est important. C'est pas forcément le nom qu'on lui donne. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est de la com. Ouais, Tu vois, ouais. quand tu dis musical, voilà. Musical, Oui, ça c'est fait parce que c'est un terme qui est un peu désuet surtout, mais c'est vrai que tous les grands comiques qu'on connaît, enfin de Louis de Funès en passant par Bourvil ou Fernandel, enfin pour tous les anciens, tout ça, ont démarré par le musical. Le musical, c'était un des genres majeurs dans les années 20 et les années 30, c'est-à-dire près de 100 ans. Non, mais c'est marrant parce que évidemment, on aimerait faire renaître ce truc parce que c'est un truc de fou, le Bah oui. musical. C'est un Non, truc mais extraordinaire. quand vous Tu parlez passes de la chanson au truc, nous on passe du cinéma au théâtre, à la chanson, machin. On serait circassien, il y aurait un numéro de cirque. Enfin bon, on est prêt à tout. Si j'étais cavalier, j'arriverais avec un cheval. Le musical, on n'en a plus rien à foutre de rien. Il y a des animaux quand même dans le spectacle. Oui, il y a des animaux, ouais. Il y en a qui se transforment en chiens. Mais vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en fait, c'est un peu une expérience, c'est un voyage un peu unique, parce que c'est vrai qu'en France, on est soit dans la pièce de boulevard, le canapé avec un couple, etc., avec des histoires. C'est le boulevard à l'ancienne aussi qu'on pouvait parler, avec l'amant dans le placard. Ouais, Enfin, c'est on n'en ça, est pas les loin. portes qui Là, claquent et aujourd'hui, c'est les compagnie. rapports hommes-femmes et tout ça, mais bon, c'est ça. Ou du one-man show, qui a là, pour le coup... et qu'on appelle stand-up, maintenant, qui vient des États-Unis, tout ça, c'est galvaudé. Enfin, là, c'est un 5-man show. Plein de surprises en fait, oui, en c'est réalité. Ça, parce qu'un coup on est 5, un coup on est 3, Voilà, on est 2. c'est ça. Les gens savent jamais si on va être seul en chanson, si on va être à 4 en sketch. Si on est dans un extrait d'un espèce de film, on se dit bizarre. On suit cette histoire de copains là. Il y a des rendez-vous qui sont des scénettes qui se suivent avec des enterrements, des machins, des copains qui se retrouvent à l'hôpital, des machins. On parle de situations réalistes, souvent pas très drôles. En fait, et on qui pourrait deviennent dire. complètement dingues, quoi. On pourrait dire, si on veut parler à des gens de manière plus moderne, c'est une espèce de Saturday Night Live. Je sais pas si vous voyez Absolument, ce que. bien sûr. Voilà, c'est un espèce de Saturday Night Live avec vous 5 et se suivent comme ça des délires sur tous les sujets, sous toutes les formes. Et c'est vraiment que c'est ça la richesse. Et justement, je pense que le public a envie de voir des nouveautés et justement de pas tomber dans ou la pièce de boulevard ou le stand-up où ça interagit avec le public. Voilà, parce que ça amène ce côté paillettes, ce côté même Las Vegas, je dirais, avec vos tenues, avec le fait que vous soyez en mode un peu Rat Pack aussi, cette prestance que vous avez, puis la bouteille que vous avez. Les gens Bien ont envie sûr. de venir voir des vrais comiques, comédiens, auteurs, chanteurs aussi, et musiciens. Ouais. Et donc c'est ça la richesse, c'est que c'est un espèce de cocktail comme ça, bouillonnant de plein de choses, et que ça nous amène vers plein de voies différentes. Et alors il y a un final en apothéose, enfin vraiment, faut y aller parce que même vous ressortez, vous avez l'impression de faire le spectacle avec ces joyeux compères. Alors du coup, Tu sais, je sais pas combien de fois on a joué le spectacle, mais quand le rideau se ferme, on a l'habitude de se prendre un peu dans les bras là. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on se prend dans les bras. Et c'est fou parce qu'on l'a joué plein de fois. Oui, on connaît bien. Oui. Mais la réception du public, encore une fois la magie a opéré, encore une fois les gens sont là. Souvent, tu vois, nous on a de la chance, les gens se lèvent, à la fin il y a des standings, et puis tu vois que ce soit des gens âgés, ou bien des adultes, ou bien des ados. Parce que Oui, les parents amènent les ados, les ados amènent les parents, parce que ça, c'est certainement d'ailleurs pour vos auditeurs. S'il y a des jeunes qui vous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à faire cadeau pour Noël, là, au 17 décembre, ils invitent leurs darons. Ils vont montrer à leurs darons que c'est pas parce qu'ils sont des darons qu'ils peuvent pas finir en slip et faire des. Justement, il y a un côté. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'humour est un peu tombé dans le truc générationnel.
ou communautaire où une personne parle à une génération et une communauté. Oui, chacun est dans son petit créneau. Voilà, et la force, je trouve, de votre spectacle, c'est que c'est familial. Exactement. Voilà. Absolument. Justement, moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait toute génération, des hommes autant que des femmes. Ouais. Voilà, et c'est ça le plaisir, justement, aussi, la force de votre spectacle. Comme vous êtes vraiment amis dans la vie, vous amenez quelque chose de rassurant pour les gens, de se dire, Ouais, bien sûr. c'est possible, on peut voir des vrais potes, s'amuser vraiment, faire du vrai spectacle. Et justement, il y a le Covid qui est passé par là, on l'a évoqué rapidement. Et c'est vrai que ce truc de se retrouver et de déconner ensemble, ça fait du bien aux gens, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est Là, il faudrait- l'amitié. là, ça me renvoie directement à l'historique de la naissance des darons, quoi. Justement, Bah, vas-y, tu peux en oui, je crois qu'il y a Non, eu c'est- un événement majeur qui a fait naître les darons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, Luc Sonzoni est né. C'est déjà pas mal. C'est déjà le départ. Et puis c'est le départ de pas mal de projets, mais on va y venir, Ah, écoute, je vais essayer d'être bref. Il va pas y arriver. Bon, on mais se retrouve essaye. dans 2 heures. Essaye. Un jour, j'ai un accident de scooter en 2013. Et je me retrouve là, bon, je passe pas loin, hein, mais bon, je m'en sors quand même. Mais immobilisation pendant 1 mois et demi, chez moi. Et là, pendant ce mois et demi, moi qui suis assez moléculaire, qui suis assez physique, si tu veux, j'aime bien bouger. Mais là, en fait, je suis immobilisé et je ne peux rien faire. Pas regarder la télévision, je ne peux pas écrire, j'ai des médicaments antidouleurs et compagnie, donc je ne fais rien. Et au bout d'un moment, c'est dans ma tête que ça bouge. Et je Ça m'aperçois cogite. au fur et à mesure que mes amis me manquent. Parce que on se connaît depuis longtemps. Mais la vie a fait qu'au fur et à mesure, chacun a été dans des projets un peu différents. Et on s'en aperçoit pas. Et moi-même, j'avais oublié de monter sur scène. Je faisais de la mise en Oui, scène, c'est du vrai, management, de la production, je faisais plein de trucs, mais j'avais oublié. Et d'un seul coup, je me suis dit, mes amis me manquent. Et donc, que faire pour retrouver ses amis? Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, on voit les gens avec lesquels on bosse. Complètement. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un projet. Et là, en réfléchissant, je me suis dit, bon, la scène. La scène, c'est bien, parce qu'en fait, il faut se voir pour écrire, il faut se voir pour répéter, il faut se voir pour jouer, pour prendre le train, il faut se voir pour manger après. En fait, Et puis voilà. c'est des vibrations particulières, la partage. scène. Et la scène, c'est la sueur, la scène, c'est aussi Et puis notre c'est le élément. public aussi, quoi. Et c'est le public. Et je leur ai proposé un projet scène sur 4 ans. Et puis finalement, aujourd'hui, ça fait presque 10 ans. Et en fait, au début, bien sûr, tout le monde a été affolé parce qu'il y a les plannings, hein. Chacun a Bien une sûr. vie. Et puis, Mais finalement, comme dirait Paul Lederman, à partir du moment où il faut planter la graine le plus tôt possible, si elle doit prendre, elle prendra. Et puis là, voilà, elle a prise et c'était fantastique. Et alors, pour finir, c'est que là, pendant cette tournée, il s'est passé quand même quelque chose, 10 ans plus tard. C'est que on avait 25 dates et moi, à un moment donné, j'ai eu un pépin physique. Et j'ai dû faire Toujours lui, c'est le maillon faible. Je le répète, pour ceux qui nous écoutent, on croit qu'il est là, c'est le créateur, il se C'est prend le pour daron Dieu. à lunettes. Non, c'est le maillon faible. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et un jour, je me suis retrouvé à appeler mes copains à midi. Ils avaient un train à prendre à 12h20 pour aller en Alsace, jouer à Sausheim devant 900 personnes. Et je leur ai dit, ce soir, je ne serai pas là. Et là, dans le train, ils se sont mobilisés comme des dingues. Et ils ont fait une adaptation en live comme ça du spectacle pour jouer à 4. Ouais. Et ils ont remporté le morceau standing le soir même, sans moi. Et à la fin, bien sûr, l'un je crois que c'est Fred qui a dit, il faut quand même qu'on vous dise, habituellement on est 5. Là, il y en a eu un qui a eu un pépin physique. Et lui, Olivier, il rajoute, il est mort. Voilà. En toute Une simplicité. daronnade, quoi, normal. Normal. Il fallait bien extérioriser, parce qu'on a eu peur. On a Bien eu sûr. peur. On a eu peur. C'est là qu'on voit comment vous êtes vraiment liés, quoi. C'est C'est surtout que le soir où on apprend qu'il doit se faire opérer du cœur et tout ça, cœur ouvert, c'est quand même pas mal, double pontage et tout ça, même si c'était des opérations qui sont plus... J'avais un peu édulcoré ce passage. Vous avez remarqué, ça va mieux. J'avais un peu, tu vois, j'ai dit. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Oui, ça va, il est Parce en que, pleine forme, il est Luc de nouveau sur Sonzoni, scène. pour préciser aux gens qui ne l'ont pas encore vu sur scène, mais qui vont bien sûr se jeter pour aller prendre les dernières places qui restent au Folie Bergère, Absolument.
est une pile électrique. C'est 1000 lapins Duracell. Et donc, effectivement, il faut que la machine fonctionne, quoi. Ouais, il faut qu'elle soit alimentée. Donc, d'où aussi, j'imagine, le fait de cogiter quand justement on est quelqu'un de très physique et de très dynamique, comme vous pouvez l'être. Et comme vous l'êtes beaucoup aussi, presque tous, mais surtout Luc, je dirais. Oui, non, bien sûr, c'est le moteur. Ah ouais, et j'imagine qu'effectivement, on ne peut pas rester sur un lit sans rien faire et ne pas avoir un projet à un moment, parce que c'est pas possible. Ouais, mais là, c'était bien, c'était beau, si tu veux. C'était pas un projet. En fait, le projet est arrivé après. Le projet, c'était un prétexte. Ouais. Et encore aujourd'hui. Mais quoi, d'une épreuve vraiment qui vous met vraiment à terre, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Ça a changé votre vie. Ça, c'est la grande leçon. Quand je commençais à raconter un petit peu l'accident, je disais, j'ai eu de la chance. Bon, de rester en vie déjà. Et puis j'ai eu de la chance, dans les détails, j'ai eu de la chance. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que cet accident m'a permis de rompre avec certains projets qui étaient en cours, d'entamer les darons. Et finalement, ça a donné naissance à ça et on a passé 10 ans merveilleux. Donc aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que c'est un accident. Ouais. Et en définitive, dans ma vie, ça aurait été une bonne nouvelle. Donc, je ne sais pas si je dois me réjouir en gagnant au loto ou si je dois en avoir peur. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui est fou, c'est que d'habitude, les gens, quand il leur arrive des accidents, ils perdent des potes et vous les avez regagnés, quoi. Donc, Exact. Voilà. C'est quand même assez magnifique. Voilà. Alors, vous avez cité Lederman. Je crois que c'est pas anodin parce que, en fait, tout vient aussi de là, avant même les darons. On va revenir sur ça. C'est qu'avant d'être les darons à 5, vous faisiez partie des Voilà à 13. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé bon, évidemment, on est à la radio, on le voit pas, mais j'ai retrouvé un vieux visuel des darons, des Voilà, je veux dire. Ouais. Voilà. Hop. Alors, on avait qui? Alors, j'ai pas mes lunettes, mais il y avait vous 5, et puis il y en avait d'autres aussi, Patrice Abou notamment. Patrice Abou. Tatiana Gousseff, c'est ça? Oui, absolument. Karine Yatchenko. Karimada. Karimada. Ouais, c'est ça. Karine Yatchenko, bien sûr, qu'on embrasse aussi, voilà. Donc, effectivement. Absolument. C'est l'affiche du gymnase de 1999. Et donc, vous étiez produit à ce moment-là par Paul Lederman. Donc, vous veniez du Field déjà? C'était toute cette bande, c'était l'équipe d'animation du Field. Absolument. Voilà. Et le Field a démarré dans les années 90. Moi, j'ai présenté tout seul la soirée. Ensuite, j'ai passé pendant 1 an et demi à présenter avec Danny Boone. Danny a eu du succès, il est parti. Et du coup, moi, j'ai ouvert un peu à tous les artistes qui étaient là. Olivier faisait partie d'un duo qui était fantastique, qui s'appelait Destroy TV. Il faisait des parodies, mais c'était à hurler de rire. Mais il aurait pu cartonner avec ça, tu vois. Ouais, il y avait les inconnus qui faisaient ça déjà. C'est-à-dire que vous savez pas quand vous êtes jeune, vous démarrez un truc qui vous fait marrer, puis il y a des mecs qui sont au-dessus de vous, en fait, vous les imitez un peu, les inconnus, les nuls. Bien sûr. Mais bon, le marché est pris. Ouais, Lederman, ils les produisaient déjà eux, quoi. En fait. Ouais, absolument. C'est ça. Ouais. C'est en tout cas. Du coup, alors, je finis. On s'est tous retrouvés là, à ce moment-là, à faire des sketchs. Et nous, pendant 5 ans, on a travaillé ensemble tous les dimanches. Et on a eu le luxe d'avoir du temps de travail. Et on s'est vu évoluer les uns avec les autres. C'est comme si on avait fait l'armée. Le fil, de toute façon, c'est un endroit aussi par rapport au groupe. Tu prends ta place, la place qui doit être la tienne. Au fur et à mesure, finalement, comme on se connaît, chacun prend la place qui lui est allouée, quoi. Et ensuite, on a fait un montage de tous ces différents sketchs qu'on avait fait dans les best-of, enfin les meilleurs trucs. Ça a donné un spectacle. Et Paul, bien sûr, est arrivé un jour où on était au Café de la Gare. Et juste pour démarrer, ensuite, lui, il sera intarissable sur Paul Lederman. Mais quand on était au Café de la Gare, tous les producteurs arrivaient et nous faisaient des propositions pour nous produire. On avait le vent en poupe. Hein. Et puis un jour, il y a Paul Lederman qui est arrivé. Et puis on s'est dit, Paul Lederman est là. Et puis il est reparti. Mince. Et le lendemain, Paul Lederman était là. Polo, il est là. Et puis il est reparti. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à partir du moment où il est venu, il ne nous a plus quittés. Et il nous a rien proposé. Hein. Mais simplement, en fait, il a fait partie de la famille très rapidement. Et quand on sortait, on va manger. Polo, on va manger. Enfin, Paul au départ, parce que Polo, quand même, ça vient plus tard.
Voilà. Et ben justement, on en reviendra sur cette rencontre avec. C'était l'époque où les producteurs venaient dans les salles voir les artistes. Oui, d'ailleurs, on peut saluer sa mémoire Et parce qu'il nous a évidemment, quittés il on y a pas salue sa longtemps. mémoire évidemment et on salue sa très, famille. très grand producteur. Paul Lederman, évidemment, Quelqu'un le vient de s'asseoir découvreur à côté de nous, là. talent. Je sais Et pas si oui, c'est normal. quelqu'un vient de s'asseoir avec vous. C'est votre plus grande fan. C'est Charlène Villemer. Mais elle va d'abord, avant de vous parler de tout l'amour qu'elle a pour vous présenter le Flash Info de 15h30. À tout de suite. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30 et c'est l'heure du Flash Info avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Mohamed al-Bashir, nommé chef de gouvernement transitoire par les rebelles. Le ministre de la Défense, Israël Katz, lance lui un avertissement aux rebelles syriens en visite dans une base navale à Haïfa. Un jour après que la flotte syrienne a été détruite par des missiles tirés depuis des navires de guerre, il affirme que toute entité qui représente une menace pour Israël sera ciblée et sans relâche. Parmi les rangs du groupe rebelle islamiste Hayat Tahrir al-Sham, des djihadistes français identifiés. Le procureur de la République antiterroriste Olivier Christen l'a confirmé ce matin. Une cinquantaine appartiendrait à la brigade d'Omar Homsen, Omar Diaby de son vrai nom. Un Niçois connu pour être le plus grand recruteur de djihadistes. À ce stade, on ne peut pas dire si ces derniers ont participé ou non à l'assaut de Damas. L'Office français de protection des réfugiés apatrides va différer l'examen de 700 demandes d'asile de ressortissants syriens en toute indépendance pour ne pas prendre des décisions précipitées. Julien Boucher, directeur de l'organisation, justifie cette mesure pour pouvoir prendre une décision éclairée et conforme à la situation sur place. Justice en Israël, le Premier ministre témoigne dans son procès pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires distinctes depuis ce matin au tribunal de Tel Aviv. À la barre, Benyamin Netanyahou qualifie les accusations portées contre lui de ridicules. Il est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. En France, c'est parti pour un tour. Nommé un Premier ministre, Emmanuel Macron reçoit les ténors des partis politiques hors LFI et RN à l'Elysée. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, réclame un Premier ministre de gauche. Le Rassemblement national, lui, écarté des discussions, se félicite de cette nouvelle et y voit la preuve que c'est un parti anti-macroniste. Qu'en pensez-vous, vous ? On termine avec du sport. Et la 6e journée de Ligue des Champions, le PSG sera à Salzbourg ce soir. Les pronostics ? Un pronostic, j'allais vous le demander. 2-0. 2-0 pour qui ? PSG, forcément. Ah, c'est bien. Ouais, moi je dirais... Non, parce qu'il faut vraiment que ce soit une révolution. Je dirais 4-1. Voilà. Allez, on prend les Magnifique. paris. Merci beaucoup Charlène. Quel exercice de style aujourd'hui, accompagné aux encouragements par Luxon Zoni. la fin, t'as On se retrouve. Elle a pas eu le temps. 25e. Non, C'est un métier de radio. fini. Actuellement 25e et virtuellement éliminé de la compétition. En fait, on va faire le prochain flash à Luxon Zoni tout à l'heure. Merci Charlène. On se retrouve à 16h pour le journal. Au revoir, Charlène. Je sens que vous rêvez de faire ça, les darons. Oh, monsieur magnifique. La radio, c'est un méga exceptionnel. On se retrouve dans quelques instants avec les darons. À tout de suite sur. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazip Kojasor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazip Kojasor, 01 49 23 71 40. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. On reprend. On y va. On est dissipé sur ce plateau, c'est normal. Parce que je suis avec. a pris possession de Radio J. Voilà, On y va. Annabelle. c'est normal, je suis avec les darons. Voilà. C'est Radio J, c'est pas Radio L. Si On l'émission m'entend ou pas part Ça y est, en vrille, c'est Radio Luc. ne soyez pas étonnés. Ah, ça y est. Ah, ça y est, Radio on m'entend. Luc. Ils ont été un peu sérieux, première partie d'émission. Là, je sens que la bête va sortir là du. Oui, parce que ils ont envie de faire le buzz. On a- T'as envie de dire quoi sur le Il faut qu'on conflit passe au zapping. Il faut qu'on Est-ce qu'on fasse. peut continuer l'émission torse nu tous, Bah, allez-y, histoire de moi, choquer ça un peu me- les auditeurs. On est dans un pays libre, en tout cas ici on a le droit, vous ferez pas lapider, mais. Allez, mais tiens, voilà. Fait peut-être un peu frais. Ah. Mais non, mais vous allez donner trop d'infos. C'est au spectacle qu'il faut qu'on vienne voir ça, parce qu'il y a plein de surprises qui vous attendent au spectacle des darons, notamment Ophélie Bergère le 17 décembre. Voilà, Folie Bergère, voilà. le 17 décembre. Pour Retenez ceux bien. qui ont envie de venir voir les darons et ceux qui ont déjà vu les darons, n'hésitez pas à revenir parce que le spectacle a vraiment monté en puissance. Et puis ce sera une soirée exceptionnelle. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez prévu des petites surprises parce qu'on sera aux Folies Bergère? Oui, mais comme ce sont des surprises, on va pas trop en parler. Mais une chose est sûre, c'est que il va y avoir une soirée pleine d'émotions et surtout, comment dire, enfin, il y a des moments comme ça où il faut être là. Il faut être là, c'est le. Il faut être là. Exactement. Il faut être là. Ça va être un moment incontournable de votre histoire. Vous savez la combienième à peu près ce Mais sera t'arrêtes de votre me regarder à la spectacle télé, Olivier. En fait, on est en train de parler, mais toi, tu me regardes à la Non, mais télé là. Il regarde s'il passe bien, s'il est Non, télégénique. je suis en train de me rendre compte que toi, t'es pleine balle. On te voit très bien. Non, il faut Et parler. que moi, pas du tout. Je suis un petit peu rougeau sur le côté. Alors que je suis plus connu. Il Et faut je devrais faire être- la- je devrais- Viens, on change de place, viens. Et Je suis un peu rouge, moi aussi, mais- Et que quand je parle comme ça, je suis de face. Voilà. Non, t'es pas de face quand t'es Ouais, comme ça. c'est ça, Non, il faut non, changer. c'est par là la caméra. On change. Voilà. Allez, changez. C'est important. Dans 2 secondes, c'est eux qui vont présenter l'émission. Je veux rien savoir. En Bon, revanche, tu changes pas les prénoms. Hein. Lui, c'est toujours Luc. Ouais. Et C'est on quoi a ton- toujours Luc Sonzoni et Olivier Mag. Luc Ouais. Sonzoni, découvreur de talent devant l'éternel, Ouais, absolument. metteur en scène. On va justement revenir sur ses parcours. On a aussi Olivier Mag, qu'on peut retrouver dans En Famille, notamment, Absolument. dans un rôle, dans le rôle de Jean-Pierre. Absolument, Jean-Pierre, bien sûr, le Jean, le professeur de rugby, amoureux transi de Marjorie. Ça fait 14 ans. J'ai mis 7 ans à l'embrasser. J'ai mis Oh, c'est 8 trop ans à mignon. coucher avec elle. J'ai mis 9 ans à l'épouser. Et là, je lui ai présenté mes enfants. On est maintenant en famille recomposée avec 2 enfants. Et puis, ça continue. Bon, j'ai un peu peur que si ça dure trop longtemps, on me propose le divorce. Tu vois ça m'emmerderait. Ou une maladie. Hein. Mais voilà. Tu vas quand même pas faire le reste de l'émission à parler en te regardant à la télé, cette fois. Si, c'est très important Non, pour mais c'est moi. dingue. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Mais est-ce cinéma. Mais est-ce que c'est la même chose pendant les tournages d'En Famille, à se regarder dans le combo Alors, non, parce qu'en fait, là, pareil, c'est une famille. Parce qu'au bout de 14 ans, on finit par être aussi une famille. Et donc, c'est très agréable. Non, on se parle beaucoup entre nous. Là, hier, on a tourné, d'ailleurs, tout ce qui est des scènes de repas qui sont évidemment symboliques d'une famille, hein, autour de la table, surtout en France. Hein, on aime bien bouffer. Ah oui, c'est sûr. Et donc, on s'y retrouvés, on était 11 autour de la table. Et c'est un enfer pour les réalisateurs. Pour le tournage, Pour ouais. l'équipe, parce qu'on parle tout le temps. On est machin. Et au moment où on dit, allez, action, soyez comme en famille, quoi. Ouais. Puis d'un coup, on sait plus trop quoi se dire, on est en espèce de semi-impro, puis au bout d'un moment, tout part en vrille. En même Non, temps, c'est des très fois, à agréable. 11 autour d'une table, même dans la vraie vie, ça peut partir en. Ouais, ça Ouais, peut mais être compliqué. hein. c'est ce qu'on aime dans les darons. Si on aime bien être entre nous, en famille, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à travailler des gens qu'on connaît pas. C'est vrai. Non, mais c'est un grand privilège. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir être là avec ses potes, de faire un métier qu'on aime, un métier passion, Complètement, c'est un luxe. hein. Ouais. et de pouvoir le partager avec des gens. Ouais. Et en Ah, ça, plus, c'est quand on dingue. travaille bien, Et qui paye pour ça, mais c'est Ils payent, génial. ils applaudissent. Et ils s'éclatent et ils Non, rigolent mais avec vous. franchement. J'ai souvent l'habitude de dire que quand on se
d'habitude, quand on travaille, on voit ses amis, on organise des dîners, Ouais. des week-ends ou même des fois des vacances. Là, on n'a même pas besoin. Nous, en fait, on a organisé un spectacle pour en fait se voir. On bouffe de toute façon après. Et c'est des vacances. Puis c'est ça qui du est travail, génial mais en c'est des tournée en vacances. plus. Mais oui. Quand vous partez avec vos potes en tournée, mais c'est merveilleux. Bien sûr. Mais nous, ça démarre à Gare de l'Est ou Gare de Lyon. Hein. Non, mais quand on part en tournée, on arrive, on se voit, on se fait la bise, ça y est, c'est parti. Bah, moi, j'ai le souvenir de vous avoir rencontré au Festival d'Avignon, que j'avais fait avec mon spectacle. C'est vrai. Et j'ai le souvenir d'une soirée mémorable. C'était la soirée des darons. Enfin, il fallait que tout Avignon y soit, quoi. Donc, vous aviez loué, je sais pas, une maison avec ouais. piscine. Il y avait un peu tout le monde, quoi. Plein d'humoristes. Oui. Et c'était la joyeuse folie. Et c'est vrai que c'est là, avant même de vous avoir vu sur scène, que je vous ai découvert chacun dans votre style complètement frappadingue. Et j'avais eu le plaisir aussi de tourner dans Scène de ménage avec Frédéric Bourali. Ah oui, mais super. voilà, je suis pas étonné que cette aventure, c'était déjà donc, comme je l'ai dit, en 2016, mais je suis pas étonné que cette aventure dure. Et encore une fois, vous êtes un message d'espoir pour les gens qui partent entre amis et qui se fritent au bout de 2 jours. C'est quand même... Mais oui, mais tu sais, il faut pas croire. Hein. On se connaît depuis plus de 30 ans, mais tout n'a pas été rose entre nous. En fait, Puis ça l'est toujours pas, on s'engueule. Hein. on s'engueule. Il faut savoir s'engueuler, c'est comme dans un couple. Hein. Mais il faut savoir se parler aussi, voilà, quand il y a un souci. Ouais, Justement, bien sûr. Justement, j'allais demander, après on va revenir sur votre parcours à chacun, mais comment Iriakan, notre parcours, mais quel parcours? Attends. Je fais une petite parenthèse. Pour les auditeurs qui connaissent ou qui ne connaissent pas Annabelle, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes dans le métier, voilà. Mais Annabelle, elle est réputée pour son énergie. Et ça Oui. faisait quelque temps qu'on s'était pas vu. C'est vrai. Et là, tu me fais marrer parce qu'en fait, je retrouve la même énergie intacte. Si ce n'est que tu as beaucoup plus de boulot aujourd'hui et que tu donnes. Et c'est super. Donc, si vous avez l'occasion de la voir en scène ou quelque part, n'hésitez pas, Bien sûr. allez-y. Merci. Mais bien sûr. Bah oui, D'ailleurs, parce que tu je ne reviens vous l'ai nous pas voir dit. dans cette émission quand tu veux. On envoie tout de suite le Flash Info de 16h48. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, Luc Sonzoni est mon agent. C'est pour ça qu'il est là, et mon attaché de presse, et il fait un boulot formidable. En tout cas, si tu veux d'avoir gravi un peu tous les échelons et d'être aujourd'hui PDG de Radio J, Ah oui, ouais. je trouve que c'est vraiment Voilà. exceptionnel. Absolument. D'ailleurs, on va faire une fusion, acquisition avec RTL et Europe 1. On va faire un énorme groupe. Et évidemment, vous serez chacun à une émission. Extraordinaire, Voilà. bien Mais tu sûr. sais qu'il y a qu'ici où on est payé 15 000 € chacun pour venir. Hein. Bien Le sûr. reste, on est obligé. Ailleurs, c'est gratos. Hein. Bah d'ailleurs, ailleurs, c'est vous qui êtes obligé de payer 15 000 € pour y passer. Absolument, c'est ce qu'on Eh appelle oui. de la promo. Ah oui, on a énormément de budget, comme vous pouvez le constater. On a un chien en plastique, Ouais. des ananas pour boire. Voilà, on fait semblant, mais en fait, évidemment. Et là, d'ailleurs, vous êtes assis sur une chaise avec 2-3 lingots d'or chacun en dessous de vos Mais fesses. bien sûr, c'est connu. Donc, on disait, donc je ne sais plus où on en était, mais c'est pas parlait de grave. toi. On parlait, ouais, c'est pour ça que je sais plus où on en était. Ouais. Non, on disait que effectivement c'était cette amitié. Comment ça se passait entre vous? Donc Luc a été à l'initiative de ce projet, mais après comment ça s'est passé, le travail, l'écriture, chacun y a amené de ses idées, et puis voilà, comment ça se passe la création entre darons? Olivier. Bon, ça se passe comme toutes les créations, c'est-à-dire avec des moments qui sont fluides, d'autres moments qui sont compliqués. Mais j'imagine que chacun a ses points forts peut-être, parce qu'il y a les musiciens, il y a ceux qui sont peut-être plus auteurs. Tout ça, c'est quand même très flou, parce que quand vous dites à quelqu'un, bah toi, ta spécialité sera la musique, bon, la première, il dira, bah non, moi aussi, j'ai envie d'écrire. Bon, bah, tu vois, il y a toujours un gardien de but qui veut devenir l'attaquant, donc il faut oublier. Donc chacun fait comme il peut, on arrive avec nos idées. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais réussi à écrire quelque chose pour nous 5 tout seul. Ouais. À chaque fois, on arrive avec une idée, même développer 15 jours, 3 semaines avec des auteurs. T'arrives avec j'ai le sketch qu'il nous faut pour cartonner, les gars. Et là, les mecs t'écoutent et à la fin, ils font le début, tu pourrais pas changer un petit peu Ouais. le truc. T'as un autre qui l'a, et le milieu et le machin, et tu repars à la fin de l'après-midi avec le titre. Et encore. Et donc, tu t'es fait chier à bosser pour toi. Donc, t'oublies, il faut progresser mot à mot, phrase par phrase. On lit en ce moment le bouquin du Splendide que j'ai offert à tous les copains là, qui racontent eux-mêmes leur propre histoire. Et ils racontent absolument ça. Déjà, il faut que ce soit à l'unanimité. On peut pas mettre une vanne Que personne n'a validé, que quelqu'un n'a pas validé. on laisse quelqu'un y aller à la tôle. Hein. On lui dit, bah, si tu veux la faire, tu la fais. Mais elle ne résistera pas plus longtemps que ça. Le public sera sans pitié. Et nous aussi, entre nous, on est sans pitié. Ouais. Il faut absolument que ce soit à l'unanimité. Il faut que ça fasse rire. Et d'ailleurs, après 30 ans, parce qu'il y a certes, on est tous venus avec nos propres sketchs qui avaient été créés autre part et qui sont des cadeaux que l'on s'est fait les uns les autres. Comme on est 5, on a chacun un petit moment à soi.
et sur lequel personne n'est intervenu vraiment, parce que c'est nos trucs à nous. Et là, on a le droit, notre petite bulle personnelle. C'est la façon d'exister aussi dans une famille, c'est de garder son jardin secret. Ouais. Alors nous, on a notre petit sketch en solo chacun. Lui, il fait un espèce de tableau sur Brel et tout ça, qui est super drôle. Moi, je fais un chanteur italien. Il y en a d'aucuns qui font des chanteurs de Brel. Enfin bref, ils décalent. Et c'est chacun a sa petite intervention de one-man show à l'intérieur du C'est ça qui est important et c'est ça qui fait que c'est harmonieux aussi. Et c'est pour ça que ça existe depuis au 30 ans. C'est parce que à chaque fois qu'on joue, on a l'impression que c'est toujours nouveau. Parce qu'on aime chacune des phrases qui ont été écrites par les uns ou par les autres. Et puis surtout, on sent le respect mutuel et cette façon de ne pas se parasiter les uns des autres. Chacun a vraiment toute sa place, comme vous venez de le dire, avec le petit moment, Oui. on valide. C'est vraiment un collectif qui laisse toute sa place à chaque individu, en fait. Oui, comme dit Bourali d'ailleurs, qui fait José dans Scène de ménage, il dit tout le temps, je suis fan de mes camarades. Ouais. On est en coulisses et on rit encore aux mêmes blagues. Ouais, c'est ça comme le un plus vieux important. tube qu'on se repasse en permanence. Moi, je suis un fan de Vosy, de Belle-Île-en-Mer, tout ça, j'adore. Et plus j'écoute cette chanson, plus je la trouve belle, plus elle me touche. J'y redécouvre encore des trucs. Alors que c'est vraiment que c'est une chanson, Oui, c'est ça. Belle-Île-en-Mer. Bah, Et là, c'est un sketch. Il y a trois mimiques, une petite vanne. Je la connais, mais depuis 30 ans, en fait. Et je pleure en coulisses. Je me dis, mais en fait, je suis en dépression, je crois. Parce que c'est pas drôle spécialement. Je la Non, connais. on est fan et c'est vrai que ça, c'est un peu là aussi la magie. C'est que on a toujours le plaisir de rire ensemble. Mais sur scène et dans la vie, on a toujours ce même plaisir de rire ensemble. Parce que si ça disparaît, quand on a repris, quand on a commencé à travailler, c'était aussi une des clés. Est-ce qu'on va savoir, au bout de 10 ans, retravailler ensemble ? Ça, c'était la première question. Deuxième question, de quoi allons-nous parler ? Et donc là, il y avait deux écoles quand on a commencé techniquement le travail. Il y avait soit on se lève et on fait de l'impro comme on le faisait à l'époque du Field, ou soit on discute, et puis on essaye de voir un peu quels sont les différents sujets qu'on a envie d'aborder. Et très rapidement, ça a été les darons, donc on parle de nos femmes, on parle des problèmes d'argent, on parle de sexualité, on parle de maladie, on parle de ci, on parle de ça, en chanson ou en sketch ou autre. Et mais arrête. Ah oui, ça fait du bruit. Ouais, c'est sa maladie. Mais Il parle en tapant sur des tables et des fois sur les gens. Tant qu'il tape pas sur des bambous, tout va bien. Voilà, et tout Pas ça mal. très drôle. Et on a réussi ensuite à aborder des sujets aussi pénibles ou aussi difficiles que la mort en faisant hurler une salle de rire. Donc c'est ça c'était vraiment... Et alors, le truc qui est particulier, comme on a la chance de vivre à travers le temps avec ce spectacle, aujourd'hui, il y a plein de choses dans le spectacle qui nous ressemblent réellement, tu vois. Vraiment, dans les habitudes, on dit souvent, tiens, certains préfèrent faire ça avant le spectacle, d'autres après le spectacle et tout ça. Dans la vraie vie, en fait, Manu, il se prend une douche avant le spectacle et moi, systématiquement, après le spectacle. Voilà. Et moi pendant. Et lui pendant. On va s'écouter une petite bande-annonce pour avoir l'énergie, une idée de cette de la énergie. salle. Ben oui. Bien sûr, c'est du En live. ce moment, il y a une bande de comiques qui s'appelle Les Darons. C'est 5 mecs qui font des sketchs et des chansons. C'est vachement bien, vas-y. Ah bon? Ouais. Voilà le résultat. Il est là, dans ce cercueil. C'est impossible. Il est là. Vous ne pouvez pas licencier comme ça 30 000 personnes du jour au lendemain. Non, pas moi. Ah. Vous. Ah, ce que c'est sympa, tous ces mots qui finissent en bulle, qui montent à la tête comme le champagne avec ses bulles. C'était difficile, j'étais comme un funambule. Bravo Olivier, car tu n'as pas dit je tanque. Oui, merci. Allez, Santé. Je sais pas vous, mais je trouve que pour une première fois, c'était top. Et voilà, c'est une victoire de plus beau qu'un daron. Vous avez tourné pendant plusieurs années et que vous-même, vous avez rencontré plein d'artistes. Vous voulez pas- Excuse-moi, tu veux pas remettre les applaudissements là? Ça me fait un bien fou. Mais elle est à fond. Je vais remettre des mots sympas.
Je vais remettre des mots sympas pour vous, parce qu'évidemment, vous connaissez beaucoup de monde dans ce milieu artistique, puisque vous avez travaillé, joué, on commence à mis en scène, et à travers le Field qui a reçu, mais juste, évidemment, je vais repréciser que le Field, on va encore y revenir, mais le Field, c'est donc un passage incontournable pour tous les artistes qui ont envie de se faire connaître. Donc les dimanches soirs, une scène ouverte, comme on appelle ça, où vous pouvez venir tester 5 minutes ou de vos chansons ou de vos sketchs. Et donc, évidemment, ça a été le lieu de début de centaines de gens, vraiment. Je pense notamment, vous avez parlé de Danny Boone. Mais je crois qu'il y a eu 3000 artistes qui sont passés. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'y avais été, il y a vraiment de tout. Des Rick Ramsey, Jamel. La génération qui a fait de la gare, c'était Jean-Luc Lemoyne, Danny Boone, Élie Dieudonné, Élie Kakou, Christophe Alévèque, Gustave Parking. Ensuite, quand on était au Trévise, il y a eu Jamel, Eric et Ramsey, Thomas Sisley qui était là. Ensuite, il y a eu toute la génération de Ruquier aussi. De Ruquier, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, tout ça. Le Caplin, et puis aujourd'hui, il y avait récemment Paul Mirabel et compagnie. Et là encore, une nouvelle génération maintenant de stand-uppers qui viennent. Et puis des youtubeurs aussi qui viennent. Enfin, et c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est un lieu de travail. C'est un endroit où on peut se tromper. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette soirée est organisée par des bénévoles. Donc il y a tout le show business d'un côté et à côté tu as le village gaulois avec cette petite scène de travail où on peut venir et on peut oser se tromper. Et que le show business vient piller. Dès qu'il y a une pépite. Et à travers 34 ans d'existence, monsieur Paul Lederman a été le seul un jour, écoutez bien ce que je dis, et il a été le seul à mettre la main à la poche. Ouais. Il a donné à l'époque 20 000 francs. En nous disant textuellement à moi, tous ces artistes qui passent là sont à moi. Quel visionnaire. Il était fort. Paul, si tu nous écoutes dans l'au-delà. Mais bien sûr. Paul, il est extraordinaire, extraordinaire. Pour tous les gens qui l'ont connu de près, extraordinaire. Même s'il y a eu des difficultés. Mais ça me fait plaisir justement que vous en parliez, parce que c'est vrai qu'on l'a perdu il y a quelques mois maintenant. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître aux gens qui sont dans l'ombre le génie de savoir flairer aussi les talents, quoi. Donc comme vous le dites, si vous a donné un coup de pouce, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans les carrières. Voilà, on voit des gens éclore, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans les carrières. Donc des fois, il faut aussi reconnaître le talent de ceux qui mettent en lumière. Bien sûr, parce que un monsieur comme Paul Lederman a quand même été numéro 1 avec Claude François. Ensuite, il a enchaîné avec Thierry Leluron, Coluche, Les Inconnus. Les Inconnus, le Grand Orchestre du Splendide. Il a raté sa sortie avec nous, les voilà, parce que ça aurait été extraordinaire. Oui, c'était ce qu'il voulait. C'était là, malheureusement, voilà, mais c'est un fait de jeu, ça s'est passé comme ça. Une péripétie, comme il dit. Ah oui. Voilà. Mais il nous a appris énormément de choses. Vraiment. Vraiment, il y a eu des rencontres comme ça qui ont marqué pour ceux qui se sont confrontés, qui ont accepté de jouer le jeu. Hein, parce que Paul, c'était pas facile de travailler avec lui. Techniquement, tu écris un sketch, tu vas le voir dans son bureau, tu lui lis, il a les mains le visage entre ses mains, il ne rigole pas. Et puis à la fin du sketch, sur ta trentaine de vannes, tu as 3 vannes il retient 3 vannes, dont 2 sont à réécrire. Et puis tu repars bosser pendant 15 jours, 3 semaines et tu reviens. Ah ouais. Et puis au bout de 15 jours, tu as donc 2-3 vannes, 4 vannes, 5 vannes. Et avec cette obsession de la perfection, forcément, à la fin, tu as un tube. Et donc là, c'est imbattable. Comme il dit, imbattable. Est-ce que cette discipline, vous l'êtes appliquée après à vous-même ? Nous, on est pire parce qu'on refuse toutes les vannes. C'est-à-dire, tu repars pas du bureau des barons avec 3 vannes. Jamais. Tu repars avec rien. Et puis, tu finis par imposer quand même. Ouais. On n'a peut-être pas cette obsession, mais il y a quand même ça qui nous lie entre nous. C'est-à-dire, on adore bosser. Ouais. On adore chercher des idées, on adore la petite respiration, le petit mot à remplacer. Oui, c'est un truc qui nous fait marrer. On est un peu la cuisine. Oui, on est un peu des artisans, on est des cuisiniers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affection. Quand on fait ce métier-là à un certain niveau, on croise des chefs, des grands cuisiniers, tout ça machin. Laurent Gérard en parlait très bien. Il est très très pote avec plein de. Oui, d'ailleurs, il vient de faire un spectacle un peu où il parle cuisine, de ça. Voilà, François-Xavier de Maison aussi, il adore la bouffe et le vin. Ça, on se connaît un peu. Hier, je recevais Pierre Hermé, donc dans le genre chimie et précision. On est quand même sur un niveau. Il y a une espèce de reconnaissance comme ça. Oui, c'est vraiment une obsession. On est des laboratoires.
On a travaillé avec Soren Prévost, qui est venu remplacer des fois un des darons qui n'était pas là, au Café de la Gare, qui est un très bon ami, et qui me disait vous êtes les mécaniciens du rire. Ouais, c'est vrai. Nous voyait les mains dans le cambouis, parce que 10 ans ou 20 ans après avoir écrit une blague, on est encore en train de se demander si on peut pas la faire encore plus mieux efficace. Que ça. Mais c'est ça la passion de ce métier. Oui, c'est une passion. Voilà. C'est une passion. La passion de la seconde qu'il faut attendre pour qu'il y ait le rire, la passion du bon mot, du nombre de mots dans une phrase. Et vous avez aussi transmis cette passion, parce que vous travaillez aussi avec des gens. Mais on y vient maintenant. C'est parti. Vas-y. Les amis, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit, si on a encore le temps. Tapis rouge. Donc vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Vous avez un petit buzzer devant vous. Voilà, si je dis des bêtises, vous me coupez. Alors c'est marrant parce que quand on recherche, je crois qu'il y a des fakes qui circulent sur vous, parce que quand on cherche, on en cherche plus. Il y a des fausses dates de naissance qui circulent sur vous deux. Donc on va commencer par Olivier. Est-ce que vous êtes né un 24 mars ? Pas du tout. Pas du tout, voilà. Originaire de Bretagne, vous pouvez buzzer du coup. Originaire de Bretagne, plus précisément l'Armor-Plage. Absolument. Ça c'est vrai. Né le petit Olivier le Maguère. Le Maguère. Donc d'un père avocat, d'une mère musicienne. Absolument. Ouais. Vous initiez au piano. Absolument, mais c'est ma grand-mère. Je commence le piano à 4 ans. Après ma mère prend un peu le relais. Après j'ai des professeurs de piano. Après je dois faire concertiste. Enfin j'aurais adoré, mais j'étais trop nul en solfège. Je suis dégagé. Après je pars dans le funk. Et c'est à quel moment ça, dans le funk? Adolescent? 14 ans. 14 ans. 15 ans. C'est quoi le genre d'enfance à la maison du coup, quel genre de culture vous avez à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous fait rire? Enfin, est-ce que vous avez déjà l'âme d'un artiste? Moi, j'ai eu d'après ma mère, parce que moi je me souviens pas bien, mais oui, j'ai toujours été très bavard déjà. Je raconte beaucoup d'histoires. Je voulais faire l'intéressant. Je voulais me faire reconnaître très vite, parce que j'étais le petit dernier d'une fratrie de 4, et il fallait absolument que j'existe. Et puis donc j'ai fait beaucoup de bruit, moi. Pour qu'on me reconnaisse, alors avec le piano, avec la musique, après petite délinquance, mais rien, j'ai volé un Mars. D'autres trucs. Bon, mais avec un fils d'avocat, c'est compliqué. Ah oui. Bon, en même temps, vous étiez bien défendu, du coup. Ouais, il n'était pas facile, mon père. Mais toujours est-il que voilà, j'ai été élevé plutôt là-dedans, mais j'ai surtout eu la chance d'être dans un milieu extrêmement bienveillant, culturellement. J'ai eu la chance. Moi, j'ai... Mes musiques d'enfance, c'est pas des trucs de variété ou de trucs machin, c'est Brahms, Mozart. Ah oui. Moi, ma mère faisait des concerts dans les églises. Elle était patronne d'un orchestre symphonique à Lorient. Donc moi, j'ai été élevé là-dedans. Je l'ai vu accompagner Ferret. Donc j'ai été vraiment porté. Et mon père, c'était un intellectuel et du droit. Et donc j'étais plutôt... Ça, c'est une vraie chance pour moi. Parce que quand je suis arrivé à Paris après pour faire le con, j'avais tout un bagage en fait qui m'a énormément intéressé. J'avais beaucoup de références, beaucoup de culture. Enfin beaucoup de culture. En tout cas, une culture générale suffisamment intéressante pour travailler. Et puis déjà une vision du métier d'artiste de par votre mère, avec ces salles que vous avez fréquentées sûrement aussi. Oui. Et puis une notion de la valeur aussi. Tout ne se vaut pas. Oui. D'accord. D'accord, c'est bien clair. C'est entendu nous. Ça. Allez, salut les jeunes. Et vous aviez une idée en tête, adolescent, monter une troupe comme le Splendide? Oui, en fait, parce que le Splendide, en fait, c'est mes grands frères dans l'âge. Moi, j'ai des sœurs qui ont l'âge du Splendide. Et ils avaient des bandes de potes, ils faisaient ça, de la musique, ils se marraient. Alors après, ils n'en ont pas fait leur métier, ils sont devenus médecins, avocats, etc. Ils ont fait d'autres choses. Mais quand je voyais le Splendide, je l'ai vu arriver dans les années 80, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quoi, on y est presque arrivé. On va revenir à ce parcours. On a évoqué notamment Destroy TV. On va revenir à tout ça. Et on se retrouve... Ah tiens, c'est l'heure du journal. Je laisse ma place à lui. C'est à qui présenter cette fois-ci? C'est l'heure du journal. Dans quelques instants, on retrouve Charlotte Villemer pour présenter le journal. Et Lux Lonzoni pour le sport. Nous sommes avec les darons qu'il faut absolument aller voir dans donc leur spectacle aux Folies Bergères. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la suite de ce parcours avec les darons sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène et son comité d'accueil. Je sens qu'on va rigoler. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Quel comité? À la une de l'actualité, Israël ordonne à l'armée de créer une zone sans armes dans le sud de la Syrie. 310 frappes ont été menées par l'armée israélienne contre la Syrie depuis la chute du président Bachar al-Assad avant-hier. Une information confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme ce matin. Parmi les bombardements, des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions. L'objectif, éviter qu'ils ne tombent entre les mains des rebelles. Pascal Sunshine. Comme des raids ciblés contre des dépôts d'armes destinés au Hezbollah, a évolué en frappe préventive pour neutraliser les armes stratégiques de l'armée syrienne, type armes chimiques. Désormais, on peut parler de destruction systématique de toutes les capacités et ressources militaires en Syrie. Peu importe qui va prendre le contrôle de la Syrie post-Assad et sous quelle forme, Israël ne veut pas qu'il puisse représenter une menace. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Par ailleurs, les rebelles ont nommé un chef de gouvernement transitoire. Mohamed al-Bashir, jusque-là président autoproclamé de la zone du nord-est de la Syrie, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Groupe dans lequel des djihadistes français ont été identifiés. C'est une information confirmée ce matin par le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen. Il estime qu'une cinquantaine appartiendrait à la brigade d'Omar Homsen, de son vrai nom Omar Diaby, un niçois d'origine sénégalaise, connu pour être le plus grand recruteur de djihadistes. À ce stade, on ne peut pas dire si ces derniers ont participé ou non à l'assaut de Damas. Qu'en est-il de l'arrivée des rébellions ? Eh bien, l'arrivée des rebelles au pouvoir ouvre une période d'incertitude au Moyen-Orient. L'Office français de protection des réfugiés apatrides va différer l'examen de 700 demandes d'asile de ressortissants syriens en toute indépendance pour ne pas prendre des décisions précipitées. Julien Boucher, directeur de l'organisation, justifie cette mesure pour pouvoir prendre une décision éclairée et conforme à la situation sur place. Pour Olivier Christen, procureur de la République antiterroriste, nous ne sommes pas montés d'un cran dans l'inquiétude. Nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants parce que dès lors qu'il y a une situation géopolitique qui est mouvante, et notamment dans une zone du monde dans laquelle les tensions sont particulièrement importantes, nous savons d'expérience que ces tensions peuvent avoir des répercussions sur ce qu'il est convenu d'appeler la djihadosphère et sur la part de djihadosphère qui est en France. Mais il est trop tôt, il est difficile de savoir dans quelle mesure cette évolution des tensions aura un impact sur quelles peuvent être les motivations des personnes qui sont en voie de radicalisation violente, qui sont les proches du djihad sur le territoire. Le procureur de la République antiterroriste ce matin sur RTL. Procès pour corruption, fraude et abus de confiance de Binyamin Netanyahou. La première journée de témoignage à son procès se termine après 5 heures. Le Premier ministre a témoigné ce matin au tribunal de Tel Aviv. À la barre, il a qualifié les accusations portées contre lui de ridicules et affirme avoir reçu une couverture médiatique épouvantable. Il est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Actualité en France, c'est reparti pour un tour pour nommer un Premier ministre et surtout pour éviter la censure. Emmanuel Macron souhaite nommer le nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Il a invité les ténors des partis politiques hors LFI et RN à se réunir autour d'une table à l'Elysée. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, exige un changement de cap indispensable. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, réclame lui un Premier ministre de gauche.
nous sommes venus, nous, lui rappeler que les Français ont voté le 7 juillet. Et ils ont voté pour donner un avantage à la gauche et que la tradition républicaine reste d'appeler au pouvoir celles et ceux qui sont arrivés en tête d'une élection. Et donc, nous revendiquons très logiquement le fait que le Premier ministre qui soit appelé à Matignon dans les prochaines heures soit un Premier ministre de gauche. Parce qu'il est la meilleure garantie pour que la politique menée soit conforme aux aspirations des Français et en rupture avec les 7 années qui ont été celles du macronisme triomphant. Le premier secrétaire du Parti socialiste devant l'Élysée tout à l'heure. Colère au procès de Christophe Ruggia à Paris. L'actrice Adèle Haenel a quitté le tribunal un peu plus tôt en hurlant, je cite, « Ferme ta gueule ». Le cinéaste jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'avoir agressé sexuellement entre ses 12 et 14 ans venait de soutenir à la barre avoir tenté de la protéger lors de ses débuts dans le cinéma. On termine avec du sport et la 6e journée de Ligue des Champions. Le PSG sera à Salzbourg ce soir. Avec une petite victoire et 4 points en seulement 5 matchs de Ligue des Champions, l'équipe débute son sprint final avec la crainte de tout perdre. Coup d'envoi 21h. Luis Enrique est sur le point d'annoncer sa démission. Merci beaucoup Charlène, aidée de son assistant aujourd'hui, Luc Sonzoni. On vous retrouve très bientôt. C'est vrai et ou on pas se retrouve dans quelques instants pour la suite. Ah bah voilà, il faut désamorcer après. Avec les darons, à tout de suite. Bah attends, tu rigoles. Luis Enrique est bien. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en très bonne compagnie dans l'Annabelle Show. Je suis avec les darons qui nous ont offert un sublime, surtout Luc Sonzoni, un sublime flash info, c'était formidable. Elle est superbe, Charlène, elle est superbe. Mais vous aussi, elle assure. Si vous cherchez un nouveau poste, un nouveau rôle, on sait jamais. On sait jamais. Donc, on était en train de parler de votre parcours, on évoquait les parcours personnels. Le alors. background culturel qui a fait Olivier Mag et ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, comment vous êtes venu à Paris après et vous avez découvert le théâtre assez tôt au lycée de Vannes? Oui, absolument, j'étais au lycée de Sage. Comme beaucoup de gens, j'ai remarqué parmi mes collègues, il y en a beaucoup qui découvrent le théâtre à l'école. Oui, c'est vrai. Toujours grâce à un professeur de français. On avait des professeurs d'LVT, je sais pas quoi. Donc, c'était un lycée de 2000, je crois, élèves. Moi, j'étais pensionnaire et j'étais pas très bien. C'était une époque où je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais déjà 3 ans de retard. Moi, j'avais foiré un peu ma carrière scolaire. Non, de musicien. De musicien. Scolaire, de toute façon, comme tout le monde. C'est-à-dire, c'était quel instrument? J'étais pianiste, moi. Et donc, je voulais être Keith Jarrett. Et quand j'ai compris que Keith Jarrett, je ne serais jamais Keith Jarrett, qui est un grand pianiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, de jazz contemporain, j'ai décidé de faire autre chose, c'est-à-dire délinquant et fumeur de joint. Et après, j'ai rencontré ce professeur de français. Et il m'a dit, mais viens au théâtre. Et il se trouve qu'il y avait un piano sur la scène. Donc, je me suis mis au piano. Et là, évidemment, je suis redevenu le centre du monde et ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai fait du théâtre. Et donc, c'est de là qu'est parti ce déclic de Absolument, et là, j'ai commencé à écrire mes trucs, un trio, un duo, un one-man. Après, j'ai rencontré Luc, j'étais artiste. D'abord Destroy TV, avant de rencontrer Luc. Hein. Ouais, Destroy TV, ouais. Enfin, un premier groupe, mais là, c'est pas anecdotique, qu'on a fait en Bretagne. On jouait dans les pizzerias, d'ailleurs, c'était assez sympa. Et puis, on faisait des radios, comme ça, de temps en temps, locales. Et puis après, je suis monté à Paris, et j'ai voulu emmener mes copains. Ils m'ont dit non, il y en a un qui a fait une étude d'architecte, l'autre qui est entré au conservatoire de Rennes, comme acteur. Qui n'a rien fait de particulier, je crois, comme acteur. Je l'ai vu dans un clip de Florent Pagny une fois. Bon, attends, il y a quand même la particularité, c'est que Olivier, c'est un copain d'enfance de Pascal Obispo. D'adolescence. Ouais. D'adolescence. Ouais. Et quand Pascal était adolescent et qu'il se cherchait avec sa guitare et puis sa voix un petit peu aiguë, lui... Il a quand même un soir dit, mais arrête avec ta voix de crécelle, t'arriveras jamais à rien. Visionnaire Olivier, ouais. Non, je suis très mauvais. On va laisser Paul Lederman produire. Ouais, d'ailleurs, j'ai bien fait. Non, j'en ai croisé quelques-uns comme ça de ma génération, justement, qui sont tous devenus un peu des stars.
Florent Pagny aussi, machin, etc. Il m'avait fait écouter son morceau. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es pas là? J'étais sorti, j'avais un copain, lui, ça marchera jamais. Il est devenu une énorme star. Non, j'ai pas eu beaucoup de nez. Non. Bah, comme quoi, on peut pas savoir, et puis les gens peuvent s'améliorer aussi. Non, on ne sait pas. Non, mais voilà. comme toujours, pareil, mon bagage entre guillemets culturel m'avait donné aussi une espèce de certitude, un peu comme on a quand on a 20 ans. D'élitisme culturel, un peu de suffisance, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en gros, un fils d'avocat. Hein. Et puis surtout, si t'étais pas, mais des avocats plus sympas, plus ouverts. Mais c'était, en gros, mon père, c'était pas le général de Gaulle, c'était une merde politique. En fait, t'avais pas le droit d'exister. Et puis, ma mère, si t'es pas Mozart, en fait, t'es pas grand-chose. Ah oui. T'es un petit musicien. Du coup, c'était quoi leur réaction quand vous avez voulu faire ce métier? Moi, ma mère a été contente parce qu'elle voyait bien que j'étais plus artiste qu'un intellectuel au sens études et tout ça. Mon père, il a été terrifié. Il a été souvent un ennemi pour moi, avec lequel j'ai combattu, pied à pied, tranché par tranché. Puis j'ai appris plus tard, quand il était plus vieux et puis un peu malade, qu'en fait, c'était la peur qu'il avait projetée sur moi. Parce que quand il a eu 23 ans, il était jeune avocat. Il chantait très très bien. Il chantait très très bien le Charles Trenet, qui était la star de l'époque, c'était le Obispo de l'époque. Et un jour, il organisait ce qu'on appelle les galas des étoiles, c'est-à-dire il fait venir des stars et puis les avocats faisaient des concours d'éloquence et aussi chantaient, faisaient des trucs. Mais il y avait toujours un invité vedette. Et il y avait le Lederman de l'époque, qui s'appelait Canoletti, qui venait et qui avait amené Aznavour, comment il s'appelle, Dalida, etc., etc. Il se trouve qu'il a une femme qui était très jolie, mon père était très beau. Et sa femme est allée voir, dit donc, vous avez un joli brin de voix, vous voulez pas monter à Paris? Et alors, il s'est posé la question, en tant que jeune avocat, est-ce que je vais pas monter à Paris et chanter? Et en fait, il a renoncé, il est devenu un avocat tout à fait correct, honnête, conventionnel dans une ville de province. Mais quand il a vu que son petit dernier se lançait dans cette aventure, qui lui-même avait refusé, ça l'a reprojeté. Il s'est dit, mais il va au casse-pipe. Tu gagneras jamais ta croûte. Sa hantise, c'était que je finisse clochard, en fait. Hein. Donc voilà, c'est plutôt ce truc-là. Il a pu voir quand même finalement votre carrière. Oui, et il a rencontré, c'était marrant parce qu'il a rencontré Paul Lederman justement quand tu nous montrais les affiches du gymnase. On avait fait des grosses soirées évidemment de temps en temps, puis on a pu inviter aussi tous nos parents. Et mon père était là et Paul Lederman, il le connaissait très très bien. Parce que Paul Lederman, on en revient sur lui, mais c'est le seul producteur star. Oui. C'est-à-dire qu'il était plus connu que ses artistes. Quand on arrivait dans un bar avec Paul Lederman, dans un petit village et tout ça, pour acheter des clopes ou n'importe quoi, il y avait le mec qui faisait « Excusez-moi, c'est bien vous, Paul Lederman ?» Il dit « Oui, etc. Merci pour ce que vous avez fait avec Coluche. » Enfin bon, et des trucs. Et c'était une vraie vedette. Donc mon père le connaissait, connaissait ses noms. Il s'est dit « Bon, là, voilà, s'il est avec Lederman, il a peut-être une chance de s'en sortir. » Voilà. Alors maintenant, venons-en à votre camarade. On reviendra. Voilà. Revenons à Luc. Alors Luc, c'est le créateur. Vous êtes Alors d'où vous venez, Luc, de Paris? Moi, je suis dans Lorraine, et puis à l'âge de 10 ans, j'ai été en Alsace. Je suis passé des façades sombres de la sidérurgie à la couleur, aux blancheurs des cigognes. Aux blancheurs des cigognes, mais à la couleur des façades Colmar et compagnie. Non, plutôt vers Aubernais, Bar, à 30 km de Strasbourg. Alors, à quel moment, quel enfant vous êtes? Oh, moi, je suis un enfant joyeux, j'aime un peu le sport, je suis un coq en pâte. Mes parents, alors Olivier vient d'une famille d'avocats, musiciens, moi c'est une famille d'ouvriers, avec mon père soudeur, ma mère qui faisait les ménages et qui ensuite a fait de la vente en porte-à-porte, donc c'est vraiment sens du travail, populaire, communiste, très important. Moi quand j'étais môme, j'étais obligé d'aller distribuer l'Humanité Dimanche dans les boîtes aux lettres, dans mon patelin. Et il y a comme ça quelque chose, une revendication. Et comment ça se fait que t'es devenu de droite alors? C'est le parcours obligé. Comment ça se fait que t'es au parti néo-nazi? Ça me rappelle ce type de film de Balasco. Tu m'as convaincu. C'est un truc de daron, quoi. Ouais, c'est un truc de daron, ça. De passer d'un côté à l'autre. Et moi, j'ai eu mon heure de gloire, si tu veux. Les premiers autographes que j'ai signés, c'était en tant que footballeur. Parce que j'étais très bon footballeur. Et j'ai joué donc à Strasbourg, à l'AS Pierrot-Vauban. Et j'ai gagné ma vie, j'ai payé mon permis au début, voilà. Et puis, ma vie a bifurqué un jour
quand, avant de passer le BTS technico-commercial, je me suis aperçu que j'allais être commercial et que j'avais pas du tout envie de baser ma vie sur des relations commerciales avec des gens. Et en un quart d'heure, ma vie a basculé parce que j'ai eu l'audace de me poser cette question. Qu'est-ce que tu aimes ? Et donc, voilà, j'aimais le chocolat, j'aimais les filles, j'aimais picoler, j'aimais la fête, j'aimais les voyages, tout ça. Et tout ça, c'était des émotions. Et de fil en aiguille, oui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sentir des émotions. Le foot m'en a apporté. J'aimais marquer des buts. Pourquoi ? Parce que quand tu marques un but, quelques secondes qui suivent, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, c'était un show. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au foot, ce que j'aimais, c'était... la performance. Non, le public. Le public, oui, c'est ça. Je faisais le pitre. Je faisais le pitre sur le terrain. Quand je m'embrouillais avec un arbitre, j'arrêtais de jouer au foot et je ne faisais que le suivre sur le terrain. Ah ouais. Donc les spectateurs, en fait, ne regardaient plus le match. Ils regardaient que l'arbitre et moi. Et l'arbitre savait plus comment s'en sortir, donc il me mettait un carton jaune. Et le public hurlait. C'était une injustice. Enfin, je faisais un spectacle, quoi. Et d'un seul coup, comme ça, de manière complètement dingue, je me suis dit, il faut que je sois comédien. Et donc au bout d'un quart d'heure, j'ai dit à haute voix comédien. Et j'avais 22 ans. C'est fou. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, je vais être comédien. Et ça leur tombe sur la tête. Ah ouais, de nulle part. Et alors là, non mais c'est pas possible. Et puis finalement, je suis monté à Paris et puis ça s'est fait, quoi. Et du coup, mais c'est marrant que vous disiez justement ce background communiste. Il y a un côté justement le partage, retrouver des gens. Vous avez quand même eu ce côté depuis le début de tribu. Moi, je suis d'origine italienne. Donc ma petite histoire personnelle, c'est que le frère de mon père a épousé la sœur de ma mère. Tu comprends ? 2 frères qui épousent 2 sœurs. D'un côté, ça donnait 3 filles, de l'autre côté, ça donnait 3 garçons. Mais pas de la même famille. Mais bien sûr que de la même famille. Quoi ? 2 frères ont épousé 2 sœurs. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un frère qui a épousé sa sœur. Non, évidemment, on n'est pas dans Game of Thrones. Qu'est-ce que tu comprends pas ? C'est une famille et l'autre famille, ouais. deux frères d'une famille ont ça, épousé 2 sœurs d'une autre famille. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas eu d'inceste dans ma famille. D'accord, on n'est pas au Pas-de-Calais. Ne confonds pas nos histoires. On est en Alsace-Lorraine, on a dit. Ah merde, mais on est un peu plus au sud. Et si tu veux, les parents ensuite ont eu la formidable idée de construire 2 maisons strictement identiques, espacées de 5 mètres. Donc moi, le noyau familial est très important, d'origine italienne. Donc j'ai joué au foot, j'ai été à l'internat, j'ai été que dans des collectifs. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, au bout d'un an, j'ai monté un collectif. Voilà. Exactement. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, on a monté une équipe de foot. Mais il y en a eu plusieurs, même des collectifs. Il y a eu le Field, et puis il y a eu des festivals aussi de courts-métrages, des choses comme ça, non ? Ah oui, voilà. Oui, on avait Courgette. Et donc ce Field, c'est vrai que ça reste quand même le truc emblématique, parce que déjà, il existe toujours et que vous y avez, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait passé de très très nombreux artistes. C'est là que vous vous êtes rencontrés, qui a donné Les Voilà. Évidemment, je reviens. En fait, c'est marrant parce que cette rencontre-là a fait tout votre réseau, comme on dit aujourd'hui. Vous travaillez ensemble, que ce soit même parce qu'après ça vous a amené au théâtre. Bien sûr. Quand la Chine téléphonera, je pense à Patricia Levray, j'ai une pensée pour elle parce que j'ai aussi travaillé avec elle. Absolument. C'est là aussi vous aviez travaillé. Pareil, on repart toujours sur les mêmes noms en fait. C'est des gens avec qui vous travaillez. C'est une génération dans un milieu qui est assez réduit, qui était le milieu du café-théâtre à Paris, qui était plus très à la mode d'ailleurs, parce que je me souviens que c'est Gérard Jugnot qui disait ça, quand eux ils ont démarré, qui sont sortis vraiment de l'école à 15 ans, 16 ans, et ce qu'il fallait faire pour réussir à l'époque dans ce métier, il fallait passer par le café-théâtre, parce que le café-théâtre avait donné naissance, évidemment, il y avait Romain Bouteille et tout ça, et il y avait déjà Depardieu, Patrick Devers, tout ça qui faisait parler d'eux un peu au cinéma, puisque je crois que Les Valseuses c'est 68-69 je crois le film, et donc quand eux ils arrivent, c'est un peu déjà les grands frères, et je me souviens que nous, quand on est arrivés, on a commencé par le café-théâtre, mais à l'époque, nous, c'était pas le café-théâtre qui nous rendait, ou qui pouvait te rendre célèbre, c'était la télévision. Ouais. Et nous, on n'a jamais passé le cap de la télévision, vraiment. On a essayé un peu, mais bon, ça s'est jamais passé. Et chaque époque a son mode d'expression. Il faut faire le petit théâtre de Bouvard. Il y a eu Luc a beaucoup travaillé avec Ruquier pour on ne demande qu'à en rire, c'est ça. Et donc chaque en scène et Lascarguet. Voilà, chaque époque a son endroit où il faut. En tout cas, ce qui est important, c'est les carrières, c'est pas que de la notoriété, c'est aussi des rencontres, comme vous l'avez dit, voilà, ça vous a amené. Enfin, du coup, maintenant vous êtes récurrent
émission sur En Famille. Vous avez aussi réalisé des épisodes. Et c'est vrai qu'on retombe un peu toujours sur les mêmes gens. On parlait de Karimada aussi, qui a bossé aussi comme réalisateur de scènes de ménage. Mais le réseau du Field de l'Arsène, qui est le nom de l'association qui organise le Field, cette scène ouverte, s'étend aujourd'hui de manière magnifique. Hein. Parce que quand on voit, alors bien sûr Danny Boone, tout le monde le connaît, on connaît sa carrière, mais le petit programme court Vestiaire qui est sur TF1 ou France 2. Ouais, ça a été le vivier. C'est réalisé par Franck Lebon et Vincent Burgevin, qui sont des gens qui faisaient partie de l'association. Max Potera, il réalise. Alors on n'a malheureusement pas le temps de tous les citer, mais en tout cas, ils sont très nombreux. Ce qu'on peut dire, c'est que ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. Olivier Mag, on se connaît, tu vois, entre nous, bien sûr, depuis des années. C'est un des mecs les plus drôles de France. Voilà, je tiens à le dire parce qu'en fait, on se connaît beaucoup et on connaît les petites soirées intimes qu'on fait. Il y a toujours des moments où on est par terre. Et le lendemain on se réveille, on a mal au ventre. Voilà, parce que quand il est en forme et quand il est sur scène, il est extraordinaire. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si vous avez envie de démarrer les fêtes d'une bonne manière, il faut absolument c'est ça qui est le plus important. Au Folies Bergères, mardi 17 décembre. Allez applaudir et rire de toutes vos forces avec les darons. Merci les amis. Venez nous voir. Merci Luxon Zoni, merci Olivier Max, c'était un vrai plaisir. Merci Annabelle, c'était un plaisir. À demain. Radio J.